En 2023, venu de nulle part, un lac est apparu en Californie. Et je parle pas d'une grosse flaque d'eau, mais d'un vrai lac, d'une belle étendue. Il couvrait plus de 40 000 hectares et il causait crainte et stupeur chez tous ceux qui en entendaient parler. Ça peut se comprendre, lorsqu'un immense lac surgit de nulle part, on a vite fait d'y voir un signe de la fin des temps. Mais qu'est-ce que je raconte? Plus les détails faisaient surface, plus la situation devenait intéressante. Les médias qualifiaient ce lac de zombie car il n'était pas apparu de nulle part, il avait littéralement ressuscité à l'endroit même où il avait été drainé. Cependant, en 2024, les gens venus voir le lac zombie de leurs yeux sont restés le bec dans l'eau. Le lac avait disparu à nouveau. Mais où toute cette eau avait bien pu aller? Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai bien besoin d'une tasse de café pour m'aider à comprendre. Un discret rappel destiné uniquement à ceux qui ont tendance à oublier de laisser un like. Pensez-y. Et merci à ceux qui comprennent mon désir de rester anonyme. De nombreuses choses passionnantes nous attendent, alors commençons. Donc, le lac. En fait, il n'est pas sans nom, il s'appelle Tulare. Et à une époque, le lac Tulare était la plus grande étendue d'eau douce à l'ouest du Mississippi. Il se trouvait, et c'est là qu'il a ressurgi, à l'est de la Sierra Nevada en Californie. En dépit de sa taille et de son caractère unique, beaucoup de Californiens n'en avaient que vaguement entendu parler. Ils savaient simplement qu'il y avait eu quelque chose là, un plan d'eau qui abritait des tortues et des castors. Les gens mieux informés savaient que le lac s'étendait sur 160 km de long et 50 km de large. Mais comme l'a écrit l'historien local Frank Latta dans les années 1930, il n'est pas resté assez longtemps pour qu'on connaisse sa taille réelle. Toutefois, si l'on superpose le lac à son apogée à une carte moderne, il apparaît qu'il aurait recouvert de nombreuses villes actuelles. Mais à l'époque, il n'y en avait aucune. Le lac Tulare était un endroit fertile où vivaient 3 tribus amérindiennes et une faune riche. Sur des canoës faits de roseaux épais appelés tule, les chasseurs Yokut pêchaient le saumon, la perche et l'esturgeon et les femmes cherchaient dans l'eau palourde et moules. La pêche y était si abondante que les colons avaient baptisé l'endroit le marais à moules. Dans les années 1870, des pêcheurs amateurs naviguaient à bord de goélettes et de bateaux à vapeur, capturant des tortues qu'ils vendaient au restaurant de San Francisco. Pendant tout ce temps, le lac se trouvait là. Dans la région, il y a toujours eu de grandes rivières, alors ça, plus la fonte des neiges et une vallée bien plate, n'ayant pas d'autre issue, l'eau des montagnes s'est accumulée et a formé un lac. Il est demeuré là pendant des siècles et même des millénaires. À une époque, toute la vallée n'était qu'un grand lac appelé Corcoran, qui a disparu il y a environ 600 000 ans. On pense qu'il faisait la taille du lac Michigan, ce qui n'est pas rien. Mais rien n'est éternel. Il y a 600 000 ans, un exutoire s'est formé dans la baie de San Francisco, qui a progressivement drainé le lac Corcoran. Il n'en est resté que quelques lacs plus petits, Buena Vista, Kern et bien sûr Tulare. En résumé, il y a eu de l'eau à cet endroit pendant très longtemps. L'humanité n'avait pas encore atteint l'Amérique, que l'eau s'y trouvait déjà. En fait, l'homme moderne est apparu en Afrique il y a 300 000 ans, ce qui signifie que le lac Tulare s'est formé 300 000 ans plus tôt. Au moment de sa formation, Homo erectus avait vaguement appris à faire du feu. Les mammouths parcouraient encore la Terre. En fait, ils ont continué à le faire pendant encore un certain temps. Bref, vous m'avez compris, les humains n'étaient pas encore vraiment des humains, mais le lac était déjà là. Des civilisations sont nées et ont disparu, des catastrophes se sont produites, des guerres ont éclaté. Le lac Tulare est resté de marbre. Puis vint le 19e siècle. En 1848, le Mexique et les États-Unis ont signé un traité de paix et les États-Unis ont obtenu de nouveaux territoires, dont la Californie. À l'époque, le lac ressemblait à ça. C'est une carte datant de 1853. En 1863, il était encore assez grand pour que des goélettes y naviguent. Mais dans les années 1870, la vallée de San Joaquin est passée de l'agriculture non irriguée et de l'élevage à l'agriculture irriguée. Les fermiers ont organisé l'irrigation dans la région, construisant des canaux et des fossés pour amener l'eau jusqu'aux plaines arides.
Elles sont ainsi devenues propices aux cultures. À la même époque, les Américains ont commencé à assécher de nombreux lacs pour faire de la place à l'agriculture. Après avoir créé des fossés et des canaux, ils sont passés aux barrages, aux réservoirs et aux systèmes de drainage. En fait, il s'agissait de pomper l'eau quelque part pour la déverser ailleurs. Mais cet accaparement des terres ne s'est pas arrêté là. Une fois les lacs asséchés, les tribus locales ont été chassées. Les colons ont apporté avec eux la malaria et la variole. Ils ont abattu les chênes qui produisaient des glands et ils ont brûlé les roseaux pour faire de l'espace à l'agriculture. À partir de 1850, les fermiers ont commencé à semer le long de la rive. À force de prélèvements et après une série de sécheresses, l'alcalinité dans les lacs Tulare, Buena Vista et Kern a atteint un point tel que leurs écosystèmes se sont effondrés. Ça s'est passé en 1888. L'eau passant des rivières aux plaines, la surface du lac Tulare a commencé à se réduire. Résultat, 96% des 1,5 million d'hectares de zones humides de la vallée californienne ont été détruits. Le lac Tulare en faisait partie. Regardez, cette photo a été prise en 1880. Un groupe d'hommes monte un camp sur la rive du lac qui est toujours là. En 1898, il n'en reste plus rien. On considère que cette date correspond au premier assèchement complet du lac Tulare. Et ensuite, comment le lac a pu ressurgir après 130 ans? En 2023, la Californie a été ensevelie sous la neige en hiver, puis inondée au printemps. Les tempêtes se sont succédées dans l'État de décembre à mars. Et lorsque les précipitations tombent sur la Sierra Nevada, l'eau n'a d'autre choix que de s'écouler, jusqu'à l'endroit où se trouvait le lac Tulare. Ainsi, en 2023, il était difficile de traverser la Californie centrale sans passer par la rive d'un lac resté longtemps endormi. Dites-moi, lac endormi sonne mieux que lac zombie, non? Au printemps, le lac faisait plus de 40 000 hectares, recouvrant des champs de coton, de tomates et de pistaches et des kilomètres de routes. Les gens venaient l'admirer et en passant, observer le retour des poissons et des oiseaux. Mais même sans ça, la scène était incroyable. Imaginez conduire sur une route qui brusquement s'enfonce dans l'eau. Et on parle pas d'une simple flaque, mais d'une telle quantité d'eau que ça donne l'impression de rouler en plein océan. En fin de compte, le lac Tulare est devenu aussi grand que le lac Tahoe. De plus, avec la réapparition du lac, la météo a changé. Des brises fraîches et humides faisaient chuter la température de 10 degrés Celsius. La profondeur, à vrai dire, était modeste, tout au plus 2 mètres, mais pour un lac surgi de nulle part, c'est déjà pas mal. J'ai appris que le lac avait repris vie non seulement grâce à la pluie et à la neige, mais aussi à cause d'un phénomène appelé rivière atmosphérique. Si vous en entendez parler pour la première fois, je vous explique. Les rivières atmosphériques sont des zones longues et étroites de l'atmosphère qui transportent la vapeur d'eau au-delà des tropiques. Lorsque ces rivières touchent le sol, elles libèrent la vapeur d'eau sous forme de fortes précipitations, ce qui peut provoquer des inondations, ou, vous l'avez compris, la renaissance d'un lac, si les conditions sont réunies. Il convient de mentionner que le lac Tulare était déjà revenu d'entre les morts. Après son assèchement complet en 1898, son premier réveil a eu lieu en 1906. Le lac s'est reformé, ce qui a duré 5 ans jusqu'en 1911, après que de fortes pluies l'ont à nouveau rempli. Depuis lors, ça s'est reproduit, si souvent que c'est devenu une habitude. Lorsque la pluie cessait et que le lac s'asséchait, les colons plantaient à nouveau tout ce qu'ils voulaient, mais l'eau finissait toujours par revenir. Et à chaque fois au moment où les habitants commençaient à oublier le pouvoir du lac, entraînant ainsi des millions d'euros de pertes à cause des récoltes détruites. Par exemple, en 1937-1938, suite aux inondations, les journaux ont estimé que les pertes d'orge, de foin, de betteraves sucrières et de coton s'élevaient à plusieurs millions d'euros. Il n'est pas clair cependant si ce chiffre tient compte de l'inflation ou non. Quoi qu'il en soit, même si le lac s'est reformé à plusieurs reprises, il n'a jamais atteint le niveau de 2023. En tout cas, pas au cours des 40 dernières années. Cependant, tous les 15 ans environ, après un rude hiver ou un fort dégel, digues et fossés ne parviennent plus à canaliser les rivières. L'une de ces inondations a été provoquée par une rivière atmosphérique qui a touché la Californie de la fin décembre 1996 à janvier 1997. Le lac Tulare est réapparu, couvrant 23 000 hectares et atteignant une profondeur de 2,70 m.
Les témoins parlent de vagues écumantes recouvrant les poteaux téléphoniques, d'une multitude d'oiseaux et de poissons, et d'une eau, par endroits, d'un bleu vif. Mais il y a eu pire. Les anciens se souviennent qu'en hiver 1969, le lac a fait plus que ressurgir. Les vagues étaient si fortes qu'il a fallu étayer les digues avec des voitures broyées provenant de la casse. Lors de la grande inondation de 1983, le lac a doublé de volume et il a fallu 2 ans pour évacuer l'eau. Et pendant ces 2 années, les gens ont subi des pertes. En fait, les experts estiment que le problème réside dans notre attitude à l'égard de ce territoire inondé. En clair, fermiers et gens ordinaires considèrent que le sol local est la proie d'inondations. Ça semble tragique, mais il ne s'agit pas de n'importe quel sol, c'est le fond d'un lac temporairement asséché. Cet endroit est demeuré ainsi pendant des centaines de milliers d'années pour une bonne raison. Il y avait des causes à ça, et elles n'ont pas disparu. En fait, on a construit des fermes dans le lit d'un lac, et maintenant on se plaint des inondations alors que le lac ne fait qu'occuper son lit. C'est légèrement contradictoire. Le dernier retour en force du lac a eu un impact sur 3 groupes de personnes. Avant tout, bien sûr, les producteurs. D'un côté, les ouvriers agricoles, et de l'autre, les propriétaires, ceux qui possèdent la terre et emploient les travailleurs agricoles. L'agriculture, au fait, est une industrie clé dans cette région. Un emploi sur 4 y est lié. L'eau a inondé un paysage resté sec pendant longtemps, recouvrant des hectares de culture et menaçant même certaines villes. Le lac a forcé l'évacuation de milliers de vaches, il a endommagé des routes et des lignes électriques. La compagnie d'électricité a déployé des efforts considérables pour récupérer ces équipements submergés. Parfois, il a fallu utiliser des hélicoptères et des plongeurs. Les pertes infligées au secteur agricole se sont mesurées en centaines de millions d'euros. Qui plus est, chercheurs et autorités ont annoncé que le lac pourrait se maintenir pendant plusieurs années, ce qui a vivement inquiété les fermiers dont les terres étaient désormais sous l'eau. D'un autre côté, ces prévisions ont enthousiasmé ceux qui considéraient le lac comme une réserve naturelle fertile et un lieu sacré. On sait aujourd'hui que ni les craintes ni les espoirs n'étaient justifiés, car le lac a presque disparu. Et certaines personnes qui ont été enthousiasmées par le retour du lac sont à placer dans un 3e groupe. Ces personnes n'en ont pas souffert. Je parle des membres de la tribu Tachi-Yokut, pour qui, je cite, « le retour du lac était une expérience spirituelle incroyable ». Ils ont organisé des cérémonies sur la rive, et qui plus est, ils ont pu reprendre leurs pratiques traditionnelles de chasse et de pêche. Le retour du lac Tulare avait une signification particulière pour la tribu, car d'après leur légende, les Tachi-Yokut ont été créés à partir des sédiments au fond du lac. C'est pour eux un lieu très sacré. Les membres de la tribu ont grandi en entendant des histoires sur la disparition du lac qui les faisait vivre. Bien entendu, ils espéraient que le lac resterait et qu'il ne serait pas asséché pour relancer l'agriculture comme ce fut le cas dans le passé. Il ne s'agissait pas que de tradition. Le lac Tulare aurait pu contribuer à reconstituer les réserves souterraines et à stimuler la faune et la flore locales. Autrefois, il y avait tellement d'oiseaux que, si on les surprenait, le battement de leurs ailes résonnait comme l'écho d'autant de claquements de mains. C'est ce qu'en disent des témoins. En effet, chaque fois que le lac réapparaît, toutes sortes d'oiseaux, pélicans, faucons, oiseaux aquatiques, reviennent. Le lac Tulare faisait autrefois partie du couloir de migration pacifique. C'était une zone d'escale importante pour les oiseaux migrateurs et ils n'ont pas cessé de migrer. Malheureusement, le lac Tulare a de nouveau disparu. Sa surface s'est rapidement réduite lorsque les autorités ont détourné l'eau vers les terres agricoles. Et bien sûr, l'évaporation a joué un rôle, il ne faut pas l'oublier. En fait, c'est surtout l'évaporation qui cause la disparition du lac. C'est dû à l'argile présente au fond de l'eau qui l'empêche de s'infiltrer et la maintient à la surface. En d'autres termes, c'est soit l'évaporation, soit l'action de l'homme, il n'y a pas d'autre issue. Alors, que reste-t-il à l'endroit où se trouvait le lac ? À la fin du mois de mars de cette année, les derniers vestiges du lac Tulare se trouvaient sur des terrains privés, inaccessibles au public. Mais vous savez ce qui est ironique ? En l'absence de lac, ces terres agricoles sont sèches, irriguées uniquement par les eaux souterraines et les eaux de surface acheminées jusqu'à elles. En d'autres termes, le sol souffre d'un manque d'humidité, là où se trouvait un lac. Dans l'ensemble, bien que la vallée de San Joaquin en Californie fournisse une grande partie de la nourriture du pays, c'est une région sèche et aride.
Champs, vignobles, orangers, céréales, coton, maïs, tout y est exposé au risque d'inondation. Et bien sûr, des gens y vivent. La population du bassin de Tulare était de 4 millions de personnes en 2000. Environ 4% de la superficie du bassin est occupée par des villes. Oui, elles sont exposées aux inondations. On ne peut pas l'ignorer, surtout en ces temps de changement climatique. Les périodes de sécheresse et d'humidité extrême sont de plus en plus marquées, et le lac continuera à se reconstituer à chaque période de forte pluie. Les précipitations ne risquent pas de disparaître. Rien n'empêchera donc le lac de revenir, car les conditions n'ont pas changé. Le lac Tulare était alimenté par les eaux de fonte de la Sierra Nevada. Or, les montagnes sont toujours là, elles n'ont pas disparu. Les eaux de fonte non plus. Et elles n'ont qu'une seule issue, la vallée, qui est le point le plus bas et qui ne comporte aucun point de drainage naturel permettant à l'eau de poursuivre son chemin. En bref, le paysage n'a pas changé, et les lois de la nature encore moins. Simplement, on essaie maintenant d'utiliser l'eau qui envahit la région. Malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours. Mais on y parvient quand même plus ou moins. De nos jours, il existe plusieurs moyens de détourner l'eau du lac. Par exemple, des bassins d'alimentation des nappes phréatiques ont été construits le long des rivières cette année afin d'absorber les précipitations et d'empêcher l'eau de se déverser dans le lac. Voici à quoi il ressemble, et ça fonctionne. Une autre solution consiste à transférer l'eau dans la rivière San Joaquin, en direction de l'aqueduc de Californie et de Los Angeles. De cette façon, on peut répartir l'eau entre les utilisateurs des 4 barrages situés en aval. En d'autres termes, on l'utilise et ça évite que le lac se remplisse. Mais beaucoup de gens pensent qu'on devrait arrêter de lutter contre la nature, qu'on devrait laisser le lac se reformer là où il a toujours existé. En outre, ça présenterait des avantages économiques. Les lacs sont très utiles. Les écologistes font également pression pour que le lac devienne pérenne. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas et je suis plutôt d'accord. Selon eux, le lac contribuera à rétablir l'équilibre écologique et il pourrait rendre la région plus résistante aux inondations dues au changement climatique. Parce qu'il y en aura. De plus, la présence du lac aiderait à reconstituer la nappe phréatique. L'eau douce est toujours une bonne chose. Eau souterraine. Est-il possible de parvenir à un équilibre? Par exemple, faire en sorte que les fermiers aient de l'eau et que cette eau n'inonde pas les terres agricoles? Eh bien oui, grâce aux eaux souterraines. De nombreux fermiers californiens puisent de l'eau dans le sous-sol depuis des années pour soutenir leurs exploitations pendant les périodes de sécheresse. Tout le monde y trouvait son compte. Le stockage souterrain évitait les inondations et permettait aux fermiers de disposer d'eau par temps sec. Mais l'eau, comme toute ressource limitée, n'est pas éternelle. En raison du pompage constant, les nappes phréatiques, qui sont comme des coffres-forts d'eau, se sont épuisées. Dans certaines zones du sud de la Californie, le niveau de l'eau a baissé de 8,50 m. Heureusement, les choses vont mieux et les nappes pourraient se remplir à nouveau. Grâce à la fonte des neiges dans la Sierra Nevada, un gros débit est attendu. Cela dit, les fermiers craignent de ne pas pouvoir profiter de l'eau dont ils ont tant besoin. Imaginez, d'énormes quantités d'eau s'écoulent pendant que la sécheresse sévit partout. Qui aimerait ça? Bon sang, parler de la sécheresse me donne soif. Bref, pour reconstituer les réserves, le Bureau des ressources en eau de Californie a accéléré la délivrance de permis pour ces projets. En outre, beaucoup d'argent a été dépensé pour créer des réservoirs et autres structures afin de rediriger l'eau. On ne peut pas laisser toutes ces bonnes choses se perdre. Pour rendre le processus encore plus rapide, vraiment très rapide dans certaines régions, comme dans le comté de Madera, les fermiers se voient proposer d'inonder leurs champs. Lorsque les champs sont inondés, l'eau pénètre dans le sol et ainsi les réservoirs souterrains se remplissent plus rapidement. Quel intérêt pour les fermiers? Ils obtiennent de l'eau gratuitement ou à moindre coût. Cependant, malgré ce gros avantage, tous les fermiers ne sont pas partants. Certains comprennent les conséquences, mais ils décident de privilégier l'intérêt général. D'autres attendent que les nappes se remplissent d'elles-mêmes sans mettre leurs terres en péril. Natation interdite. On a parlé de l'inondation de nombreuses terres agricoles par le lac. Pour les habitants, c'est un désastre, mais ça attire de nombreux touristes. Imaginez voir un lac renaître. Même si la plus grande partie est inaccessible, les visiteurs veulent voir ce lac historique. Et pas seulement le voir. C'est vrai, pourquoi se rendre au bord d'un lac si c'est pour ne pas s'y baigner? Malheureusement, Tulare n'est pas du tout fait pour ça.
À cause des inondations, les terres agricoles sont submergées et avec elles toutes sortes de polluants tels que du diesel, du pétrole, des engrais et des pesticides. L'eau n'est pas idéale pour la baignade. Et au fond, il y a des kilomètres de lignes électriques et autres équipements essentiels à l'approvisionnement de la région. Inutile de vous dire que tout ça est sacrément dangereux. D'ailleurs, le lac étant fortement pollué, les autorités déconseillent aussi d'y pêcher. Rien ne garantit que le poisson puisse être consommé sans danger. D'autant plus que de nombreux poissons morts ont été vus flottant à la surface. En 2023, il y avait tellement de déchets dans le lac qu'il a fallu faire appel à une barge spéciale pour le nettoyer, car un bateau à hélice ordinaire serait resté coincé. Et même si on enlevait tous les déchets, il faudrait bientôt recommencer. Pourquoi ? Car des poulaillers, des granges et des hangars abandonnés se désagrègent sous l'eau, ce qui rend le nettoyage du lac interminable. Je vous le rappelle, le lac recouvre des terres privées. Par conséquent, toute baignade peut être considérée comme une intrusion. Ça fait beaucoup d'inconvénients. Quant aux avantages, je sais pas, l'eau est mouillée ? Ce lac n'est pas pour les animaux. Le bassin du lac Tulare abrite de nombreux animaux rares. On compte 9 espèces d'invertébrés, 3 d'amphibiens, 5 de reptiles, 42 d'oiseaux et 13 de mammifères. Certaines espèces sont endémiques à la région, d'autres vivent ailleurs en Californie, et d'autres encore sont répandues dans tout l'ouest des États-Unis. Ça a l'air super! Mais l'homme a tout fait pour leur compliquer la vie. En effet, depuis plus d'un siècle, la présence humaine dans le bassin du lac Tulare a entraîné un fort déclin des espèces locales. La destruction et la fragmentation des zones naturelles, ainsi que leur dégradation, ont limité l'accès à la nourriture et aux autres ressources. Et puis, il y a les espèces invasives. Des plantes qui ne sont pas typiques de cet habitat perturbent l'équilibre de l'écosystème. Tout ça constitue un énorme problème pour les animaux, et ça ne s'arrête pas là. L'extraction minière et pétrolière, ainsi que l'utilisation de véhicules tout-terrain ont également un impact important sur la nature. Si on y ajoute parasites et maladies, utilisation de pesticides, de pièges et empoisonnement des animaux, on obtient une combinaison de facteurs franchement négative. Honnêtement, tout le monde en souffre. La situation serait complètement différente si le lac revenait. Ça aiderait de nombreuses espèces et ça pourrait même en sauver de l'extinction. Mais il y a peu d'espoir pour que le lac Tulare renaisse. Et c'est bien dommage. Vous me devez un like. À plus.